Bonjour à tous, on va démarrer donc cette session. Je vous propose d'abord un petit tour de table virtuel en commençant par Madame Karine, si tu veux bien te présenter et après on fera Oui, le tour de bonjour. Donc mon nom est Karine Mully. En fait, je suis responsable des bases de données, d'une base de données centrale de clients d'un des plus gros importateurs automobiles en Belgique. Jean-François. J'étais pas prêt. Bonjour, je suis Jean-François Gomez. Je suis en charge chez Microsoft de tout ce qui est business développement autour du retail et globalement de l'interaction client. Et j'ai un background plutôt d'architecte, mais aujourd'hui, on va parler métier. Arrêt. Oui, bonjour. Moi, je suis Arek Dahl et je suis sales leader de nos sujets référentiels de toutes sortes, référentiels clients, par exemple. On va en parler aujourd'hui, en tout cas indirectement. Et ça pour Informatica en Europe du Sud. Et bonjour, Pascal Antoine. Donc moi, je suis en charge des offres data gouvernance et référentiels de données au sein du groupe Micropole. On a le plaisir d'accompagner des clients à la fois en conseil et en intégration. Je laisse donc Jean-François démarrer la session. Il va poser le débat, il va poser le contexte. Donc je te laisse projeter, Jean-François. Absolument. Je pense que vous voyez mon écran. Oui, c'est bon. Donc bonjour à tous et un immense merci pour l'invitation et cet honneur en fait d'introduire le sujet. L'objectif, clairement, aujourd'hui, sur l'engagement de clients, c'est déjà de poser les bases. Et mon rôle, parce que c'est le rôle de Microsoft, c'est vraiment de fournir cette infrastructure de base, donc encore une fois, de poser les fondations. Donc, quand on parle client, aujourd'hui, quand on parle expérience client, la première question, en fait, qu'il faut se poser, c'est quelle est la principale expérience qu'atteint un client? Aujourd'hui, les différentes études font ressortir un élément fondamental, c'est que le client, ce qu'il veut, c'est trouver ce qu'il est venu chercher. Ça peut sembler juste une palissade banale, mais c'est juste fondamental en fait. Est-ce que le client va trouver ce qu'il est venu chercher? Et donc, c'est qu'est-ce que le client a compris que la marque allait lui proposer? Et là, déjà, ça devient plus compliqué parce que quand on interroge les marques pour savoir réellement quel est leur cœur de valeur, quel est leur cœur de proposition, on s'aperçoit que parfois l'ensemble des collaborateurs ne sont pas tout à fait en phase. Et donc, le client, lui, ça va être encore plus difficile. Donc aujourd'hui, probablement, pour engager cette conversation avec le client, la première des questions, c'est qu'est-ce que le client a compris de ce que proposait l'enseigne. Et aujourd'hui, il y a globalement 4 catégories d'attentes. Alors, bien sûr, le client, il va déjà chercher un interlocuteur par rapport à un domaine, alimentaire, automobile, bricolage, etc. Luxe, bon, ça c'est facile. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il attend en fait réellement? On peut considérer en fait qu'il va attendre 4 catégories différentes d'attentes. Il y a une première catégorie qui est j'adore cette marque, donc moi ce que je veux c'est de la marque. J'aime l'ambiance, je veux appartenir à la communauté, etc. Donc il va aller chercher une marque. Dans l'autre cas, il dit j'ai un problème. Comment mieux manger, comment mieux me déplacer plus facilement, comment avoir toujours comment refaire ma cuisine, Là, il va aller chercher en fait une solution à un problème. Donc à ce moment-là, il va se tourner en fait vers des commerçants, des gens auxquels il aura confiance. Ensuite, il y a la situation où le client, il sait ce qu'il veut. Il veut juste que ça soit rapide et efficace. Je sais exactement le type de produits alimentaires dont j'ai besoin, etc. Il faut que ça aille vite. Et ça, c'est de la distribution. Et le quatrième point, c'est moi, je n'ai pas d'idée a priori, je vais découvrir. Je veux qu'on présente des marques, etc. Donc on voit bien que, et quand on fait l'exercice dans sa tête, quand on prend un sujet quelconque, on ferme les yeux, on se dit si je veux aller vite, je vais où? Si je veux du conseil, je vais où? Si je veux de la marque, etc., je vais où? Mais on a chacun en fait nos réflexes. Et donc aujourd'hui, quand même, l'enjeu de la société et l'enjeu de l'ensemble des acteurs, c'est est-ce que moi je suis au top of mind? Est-ce que je vais ressortir en fait dans l'esprit du consommateur quand il va exprimer ce besoin? Et bien sûr, la réponse à ces attentes doit se faire avec une parfaite exécution, puisque le client aujourd'hui, clairement, il demande de la parfaite exécution. Donc, pour travailler l'expérience client, le premier exercice en fait pour les marques, c'est est-ce que le consommateur a compris ce qui était notre majeur?
notre principal business model, en fait, sur le secteur d'activité qu'on a choisi. Et ensuite, souvent, le consommateur, il va vouloir également d'autres, les 3 autres éléments du mix. Et donc, parce que globalement, il va vouloir tout, il va tout vouloir, le consommateur, mais il viendra chez vous pour une majeure. Donc ensuite, l'investissement sur le mix, ben ça, c'est à chacune des marques de le travailler. Mais ce mix n'apparaîtra que si on a une majeure. Si on n'a pas de majeure, si on fait un peu de tout, eh bien, probablement n'existera pas, parce que le client ne vous sortira pas, en fait, comme premier choix. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va avoir 4 modèles économiques, 4 modèles opérationnels, en fait, pour 4 catégories de propositions. On va avoir des gens qui seront organisés autour du produit, de la fabrication, de la collection. Des acteurs qui seront organisés autour du conseil, de l'accompagnement, de la connaissance client, donc le commerçant. Des acteurs qui seront organisés autour du flux produit pour effectivement être le plus efficace pour la distribution. Et des acteurs qui seront organisés pour pouvoir proposer des expériences surprenantes à leurs clients. Et donc là, ils iront, on peut dire que dans le modèle Gary commercial, on aura, le client sera finalement les marques en fait, qui seront portées, auxquelles la galerie amènera des visiteurs. Donc, on voit bien 4 modèles. Donc, un fabricant, hein, on peut prendre, je sais pas moi, un Peugeot, un Nike ou un Kiabi, ou ça, c'est des marques, ou la Redoute, c'est des fabricants. On va avoir des marques commerçants, on va prendre des Leroy Merlin, des Fnac, des gens qui vous écoutent, qui vous accueillent, qui vous conseillent. On va avoir des distributeurs, ça va être des Amazon, bien sûr, des Cdiscount, etc. Et puis, on va avoir des galeries commerciales, ça va être des ventes privées ou des galeries Lafayette ou des halls d'aéroports, etc., etc. Donc, 4 business models, en fait, hein, totalement différents. Et donc, l'enjeu vraiment qui est fondamental pour travailler son expérience client, c'est quelle est notre raison d'être? Qui sommes-nous réellement en termes de business model et quelle est la mission en fait qu'on a sur ce business model? Donc, quelle est la majeure? Parce qu'un des défis, ça sera de faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs, quelle que soit sa position dans l'entreprise, portent cette majeure. Et de faire en sorte que le client, dans tout le cycle d'interaction, que ce soit d'ailleurs privé ou professionnel avec l'enseigne, retrouve ce feeling. Au barbecue, on rencontre quelqu'un qui représente de la marque, on doit sentir que cette personne maîtrise en fait la majeure de la marque. Et donc, l'entreprise, elle va être performante parce que l'ensemble des collaborateurs portera dans toutes les interactions possibles avec le client ses valeurs principales. Et cette valeur, elles doivent être reconnues sans ambiguïté et donc elles doivent être extrêmement fortes. Ce qui veut dire que pour l'entreprise, pour qu'elle soit performante dans l'engagement client, elle devra travailler à l'alignement de son modèle économique, donc à droite, producteur, commerçant, distributeur, galerie commerciale. Donc, faire en sorte que la majeure ressorte et que les 3 autres, en fonction du choix fait par l'enseigne, eh bien, soient disponibles. Et d'aligner ça avec, bien sûr, la structure d'échange de la data, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, l'entreprise, c'est d'abord des data qui alimentent en fait des systèmes d'information. Cette data, elle est au cœur des échanges entre les clients, les opérations, les employés et les produits. Et la manière dont on va traiter la data sera très fortement marquée de la manière, en fait, au regard du business model que l'on a. Je peux prendre des exemples. Chez un distributeur, sur le point de vente physique, eh bien, en fait, finalement, c'est une zone de stockage et les vendeurs sont face aux produits pour faire de la mise en rayon. Quand on va chez un distributeur alimentaire, on ne veut pas que le vendeur nous accueille, on voit le vendeur qui nous tourne le dos et qui met en rayon, en fait. Alors que si on va chez un commerçant, le vendeur sera face à vous pour vous accueillir et vous conseiller. Donc, le vendeur, il a une vue à 180 degrés. Donc, ça veut dire que dans l'interaction client, ce que demandera le client, ça ne sera pas du tout la même chose. Chez un distributeur, c'est est-ce que vous savez où est la boîte de petits pois? Chez un commerçant, c'est qu'est-ce que vous me conseillez pour le repas de dimanche et pour cuisiner cette viande? Rien à voir. Et donc, ça veut dire que quand on va travailler sur l'interaction client, sur l'expérience client, sur la connaissance qu'il faut garder du client, eh bien, ça sera directement lié à ce business model. La structure associée au client, aux échanges clients, est directement liée à son modèle économique. Si, par exemple, on fait du produit, il est clair que le client doit être en corrélation directe avec le produit. Si on parle du PIM, par exemple, le PIM, quand on est un fabricant, il doit porter toutes les informations produits, où est-ce qu'il a été fabriqué, quelle est la photo du designer peut-être, etc. Alors que le PIM dans la distribution, ça va être plutôt en combien de temps je peux être livré, est-ce qu'il y a des contraintes de stockage, et puis comment je gère le volume. Alors que quand on est dans le commerce, dans l'accompagnement, eh bien, c'est connaître l'historique du client
pour le conseiller. Ah, on sait que vos habitudes, c'est ça, donc je vous conseillerais de prendre plutôt, dans ce cas-là, tel véhicule. Et puis, si vous vous déplacez à ce moment-là, ce sera peut-être plus intéressant, plus judicieux de prendre tel véhicule. Donc là, dans le commerce, en fait, on sera dans la confiance et dans l'accompagnement, en fait, du client qui cherche à résoudre une problématique. Donc, tout ça pour dire, c'est que quand on est solide sur son business model, on va pouvoir, en fait, travailler sur un modèle de data et donc d'expérience client, parce que la data va permettre à l'expérience client, qui va refléter ce business model. Aujourd'hui, c'est probablement un des enjeux des entreprises pour être performantes. Parce que dans un monde qui change en permanence et donc où il faut être de plus en plus agile, et en même temps dans un monde où on a de plus en plus de contraintes pour être prévisible en termes de sécurité, de scalabilité, de respect des données personnelles, de respect des réglementations, la prévisibilité, et puis le client qui veut avoir toujours plus d'informations sur son produit, quand est-ce qu'il sera livré, à quelle heure, avec quel type. On a cette injonction contradictoire, augmenter sa prévisibilité et augmenter son agilité. Et en fait, on peut résoudre ce problème-là que si on est parfaitement solide sur ces invariances, qui ne doit pas bouger. Et donc là, on reboucle encore sur le fait qu'il faut être extrêmement clair en fait sur sa mission et sur son modèle économique, sur son core business. Et c'est parce qu'on est solide sur son core business qu'on peut se permettre d'être créatif et agile pour s'adapter aux situations, parce qu'on sait qu'on ne remettra pas en cause le core business, ce pourquoi le client il est fondamentalement venu nous voir en fait. Et ça, c'est probablement une nouvelle lecture en fait de l'économie, puisqu'on est dans une économie où la performance viendra moins de la planification et des process, et donc de la prévisibilité. Mais cette prévisibilité, cette performance, elle viendra de la capacité à s'adapter à l'environnement. Et plus on va être dynamique et adaptable dans le respect de son cœur business, et plus on sera prévisible finalement. On est dans une économie en fait où autrefois on faisait des coups avec une boule de cristal et on a un coup de canon. Je vise là et je vais là. À un modèle, c'est parce que je m'adapte en permanence et que je reste dans les modèles, dans mon écosystème, que je reste performant. Donc, c'est une économie plutôt de vélo. En fait. Et donc, l'idée, c'est de dire, voilà, le monde, il est extrêmement, les opportunités, les capacités de se recomposer sont immenses. On quitte un monde linéaire pour entrer dans un monde qui est beaucoup plus en graphe, hein, où les chaînes de valeur se créent et disparaissent à la vitesse du business. Le client, il a le choix, il a un choix immense et il est exigeant. Donc, il faut avoir le défi, c'est que ce client qui est devenu une plateforme, hein, parce qu'il va vous fournir de l'information, il va vous consommer des informations ou des produits, eh bien, il faut que vous apparteniez à son écosystème pour qu'il pense à vous dès qu'il a créé une chaîne de valeur. Je veux me déplacer, je veux manger, je veux, etc. Et donc, pour cela, il faut bien sûr une infrastructure digitale, je dirais, en adéquation avec son modèle. Je l'ai déjà précisé juste avant. Il faut que sa majeure, sa mission et son business model associé, la pépite, elle soit parfaitement maîtrisée par l'ensemble des acteurs et que ça rayonne en fait sur le marché, que ça soit extrêmement clair. Il faut que l'interaction, concernant les interactions, ben ça c'est le client qui la choisira. C'est-à-dire, on voit bien que le client, en fonction, on peut parler de clients moyens. On a plein de clients qui sont extrêmement différents et ils changent parfois au moment du jour, la nuit, en vacances, sur le travail, etc. Donc aujourd'hui, c'est le client qui choisit l'interaction. Donc il faut se mettre en situation de pouvoir accueillir l'ensemble des interactions clients. Et il y a des interactions qui vont mourir, d'autres qui vont arriver avec d'autres technologies. Et donc, en fait, on a 3 dimensions pour performer dans ce nouvel environnement. C'est dimension humaine. Si l'ensemble des collaborateurs partagent les valeurs de la marque, et donc ils sont tous des entrepreneurs, des chercheurs d'opportunités, d'engagement, c'est là en fait où l'entreprise sera performante parce que c'est sur les externalités, c'est sur ces nouvelles chaînes de valeur que se créera la performance de l'entreprise. Et encore une fois, c'est possible parce que les fondamentaux en fait sont solides. Ensuite, la technologie, et on va en parler tout à l'heure, c'est parce qu'on a des modèles de data qui sont ouverts, parce qu'on a des infrastructures sécurisées, qu'on a des interfaces qui sont publiques, qu'on a globalement en fait une architecture qui repose sur des entités parfaitement interopérables. On verra le Common Data Model, que l'on peut justement créer ces chaînes de valeur tout en garantissant la sécurité, la scalabilité, etc. Et puis on est sur un nouveau modèle économique hein, où clairement l'agilité, parce qu'on appartient à un écosystème, fait qu'on est capable d'accélérer, d'être agile et donc prévisible en fait. Et donc nous, Microsoft, en fait, on fournit cette infrastructure. Notre rôle, c'est pas de fournir des solutions. On n'est pas des experts métiers. Pour être expert en solutions, il faut être expert en problèmes. Et nous, finalement, on ne connaît pas les problèmes immédiats. En revanche, on travaille sur le moyen long terme et on sait que pour pouvoir créer ces solutions, eh bien, il faut avoir
une fondation solide, avec un modèle qui est extrêmement clair d'un point de vue économique et technologique, que ça repose sur des briques de confiance et qu'on soit capable de monter à l'échelle, parce qu'on sait que la pression sur le système d'information est extrêmement variable, que ça soit centralisé avec le cloud ou que ça soit de plus en plus en architecture complètement distribuée, pour que même si on n'a pas de réseau, on puisse continuer à fonctionner, ou par ailleurs qu'on puisse être résistant à des risques géopolitiques, par exemple. Et pour cela, Microsoft en fait a 4 clouds. Je ne vais pas m'arrêter dessus ce matin, mais voilà, nous on est vraiment des fournisseurs de cette infrastructure. Et c'est vraiment nos partenaires et nos clients qui vont construire chacune des solutions pour justement coller à cette exigence et comment j'exprime mon cœur business, ma mission. Et je fais en sorte que mon engagement client soit personnalisé par rapport à mon cœur business. Voilà, voilà l'introduction. Et maintenant, je vais laisser la main à Pascal, qui va exploiter donc cette infrastructure. Merci beaucoup. Donc effectivement, je reprends la suite pour une fois que la majeure a été finalement déterminée et clarifiée et que les objectifs sont clairs vis-à-vis de target, on se repose la question effectivement du système d'information. Donc je reprends les 4 pétales de cette fleur. Donc bien évidemment le produit, Jean-François en a parlé, est important parce que la promesse autour du produit, l'information autour du produit. Moi, j'avais un client qui me disait produire ou construire des bons produits, ça ne suffit plus. Il faut la data autour pour pouvoir enrichir l'expérience. Donc, c'est un sujet important. Les données autour des employés aussi ont aussi quelque chose de très important aujourd'hui. Bien connaître ses employés, pouvoir les faire évoluer, comprendre leurs compétences et suivre leur formation. On va se focuser aujourd'hui sur le sujet du client. Donc, effectivement, l'objectif de structurer un système d'information autour de la data client, c'est souvent avoir une vision unique du client. Alors, ça fait des années qu'on en parle de cette vision unique, 360, tout ça. Je dirais que ça a toujours été très compliqué parce que la donnée client est souvent créée partout. C'est-à-dire que le point d'acquisition des données clients, bien souvent, c'est en face du client, c'est-à-dire en boutique, en magasin, en point de vente. Ça peut être aussi au call center, au SAV. Donc, il y a tout un tas de moments où il y a des interactions avec le client qui permettent de collecter cette information. Malheureusement, les process qui permettent ou les systèmes qui permettent de collecter cette information sont souvent disparates, silotés. Donc, on a un vrai enjeu de désilotage des données. On peut avoir des données clients à la facturation, au contentieux, même aux endroits les moins sympas de la relation client, mais tout ça, ça fait partie des interactions que le client a avec la marque. Donc, cette vision unique est quand même un sujet très compliqué, souvent lié à un silotage, effectivement, comme je viens de le dire, souvent lié aussi à un enjeu de qualité de données, donc un incontournable pour répondre à vos majeurs, c'est aussi la qualité de ces données. On va voir que c'est pas toujours simple d'avoir des sources de qualité de données. L'enjeu aussi de consolider ce parcours client. Alors, c'est toujours un mythe, mais l'idée, c'est de retrouver tous les événements avec la timeline qui permettent de se dire quelles ont été les interactions de ce client que j'ai en face de moi, qui est en train de faire des choses sur le digital ou qui est en train de m'appeler pour une réclamation, de retrouver toutes les interactions qu'il a pour pouvoir se projeter et puis pouvoir connaître aussi ce client. Pas simplement la vision à l'instant T, mais la vision dans le temps et aussi la vision plus globale sur l'ensemble des interactions qu'il peut avoir, sur l'ensemble des contrats, sur l'ensemble des rôles qu'il peut avoir, parce qu'on peut l'avoir sous un rôle personnel, on peut l'avoir sous un rôle professionnel. On va le voir dans le cas de d'Iteren, c'est aussi un sujet particulier. La personne peut avoir différents rôles en interaction avec une entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est très important, cette logique de rôle. Et on va voir que ça peut nécessiter de bien le documenter pour pouvoir faire des interactions les plus pertinentes possibles avec ce client. Donc, la vision unique est une cible, mais il y a des contraintes qui sont parfois assez compliquées à mettre en œuvre, notamment aussi autour de l'intégration, on va le voir. Donc, les challenges à relever, je viens de le dire, nombre de sources et de points d'acquisition de données, beaucoup. La donnée client est produite à plein d'endroits. Le digital a fait exploser en plus le nombre de points d'acquisition de la donnée avec des process à chaque fois différents. Chaque point d'acquisition est souvent focusé sur un objectif bien précis, sur des données bien particulières. Et effectivement, quand on veut reconsolider tout ça, déjà c'est compliqué parce que parfois les ID clients ne sont pas les mêmes.
Donc, c'est là où il y a des vrais objectifs d'algorithmes de matching qui doivent être mis en œuvre. Le niveau de qualité des données, je dirais qu'il n'est pas faible, mais il est souvent lié au point d'acquisition. C'est-à-dire que si on est sur un sujet, je ne sais pas, facturation, ben, la personne va travailler sur la qualité de l'adresse de facturation et à la rigueur, l'adresse email, il s'en moque complètement. Donc, c'est des sujets aussi qui sont assez importants. C'est ce niveau de qualité de données a directement un impact sur les processus clients. C'est-à-dire que ce soit des processus de livraison, tout simple, hein, des processus marketing, des processus de ciblage, des processus de segmentation, de paiement. Donc, à partir du moment où la donnée est de mauvaise qualité, bah forcément, ça a un impact sur toute la chaîne de traitement de la donnée derrière. Tous les processus qu'on a pu imaginer pour adresser le client de manière personnalisée, si la donnée est mauvaise, le processus sera forcément impacté. Il y a un autre enjeu qui est vrai aussi dans la donnée client, c'est la logique du temps réel. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus une impatience des clients, une volonté de réactivité qui est forte. Donc, cette capacité à réagir le plus en temps réel possible est quelque chose d'hyper essentiel dans la gestion de la relation client, dans le traitement du parcours client, on va le voir tout à l'heure aussi. Mais en contradiction de ça, il y a des volumétries qui sont parfois très importantes, notamment en B2C, qui sont un peu en opposition. C'est-à-dire que temps réel et grosse volumétrie, ça peut être parfois en opposition. Et c'est là où il faut bien faire des choix de technologie et des choix de solutions qui permettent de prendre en compte ce genre de sujet. On va le voir, c'est pas simple, mais ça devient quelque chose de très important. L'intégration aussi, parce que les données elles proviennent de plein d'endroits, je viens de le dire, avec des formats différents, des structures, des systèmes aussi de collecte qui sont plus ou moins récents, plus ou moins temps réel, justement. Donc, c'est toute la question de l'intégration. Alors là, c'est la complexité un peu obscure, mais si on ne se pose pas ces questions de pattern d'intégration, on peut vite avoir des problèmes de fiabilité ou d'industrialisation. Ça, là, on va parler de format pivot, de streaming, des choses comme ça. C'est des choses très techniques, mais qu'il ne faut pas négliger au début du projet, sinon on le paye un peu plus tard. Donc, c'est parmi tous les challenges qu'on peut voir sur ce type de projet que Micropole a mené notamment. Donc, l'idée de ce qu'on propose ce matin, c'est effectivement de s'appuyer sur un accélérateur, ce qui permet finalement d'éviter de se poser des questions sur un modèle de données, par exemple le modèle de données client, que ce soit personne morale, personne physique. Bien sûr, on peut toujours rajouter des attributs, compléter ce modèle, mais le cœur du modèle est assez récurrent et réinventer à chaque fois un modèle de données, on se rend compte que ce n'est pas là la clé d'un projet référentiel client. Donc, l'idée, c'est déjà de s'appuyer sur un modèle de données qui est déjà prédéfini, qui est déjà un accélérateur, qui est déjà présent dans la boîte. L'autre gros sujet, c'est tout ce qui est algorithme et règles de mise en qualité, de normalisation et bien sûr de calcul du golden record. Donc, il passe par des étapes de détection de doublons, de matching, tout un tas de choses comme ça. Alors, c'est un sujet qui est complexe. C'est peut-être le sujet le plus complexe de cette vision 360 parce que c'est jamais fini. On est dans l'optimisation et à chaque fois qu'on rajoute une source, finalement, il faut se reposer des questions d'optimisation sur ces sujets-là. Donc, c'est un vrai sujet où l'intelligence artificielle est une solution qui permet, au travers de mécanismes d'apprentissage, de venir aider l'humain, finalement, à affiner ses règles. Donc, ça, c'est un vrai sujet aussi qui fait partie de cette logique d'accélérateur parce que finalement, on se rend compte qu'il y a quand même des choses qu'on peut capitaliser et qui peut être des vrais accélérateurs pour éviter de réinventer des choses. L'idée aussi de ce qu'on a monté dans le cadre de cet accélérateur, c'est de dire, une fois qu'on a ce socle de données de qualité unique, et ben, l'idée, c'est de venir le provisionner dans le système, donc le Common Data Model d'Azure, pour que l'ensemble, on va le voir tout à l'heure, l'ensemble des use cases, l'ensemble des applicatifs présents sur la plateforme Azure puissent venir consommer cette donnée sans se poser des questions de format, de qualité, de dédoublonnage. Donc, vraiment une donnée à la source qui est la plus pure possible. Et pour pouvoir accélérer, toujours dans la même logique, accélérer le déploiement de use case en se disant on n'a pas à se reposer cette question de la qualité de données qui est quand même quelque chose d'assez consommateur sur les projets. L'idée, c'est bien sûr, cette solution doit pouvoir tenir des gros volumes. On l'a dit, dans le domaine de la donnée client, on est vite sur du million. On va parler parfois en dizaines de millions.
Donc, c'est aussi un sujet qui va permettre, au travers des plateformes Azure, de pouvoir avoir cette capacité de scalabilité pour traiter des volumes de plus en plus importants sans qu'on ait à remettre en cause ces infrastructures qu'on aurait peut-être eues en on-premise. Donc, cette capacité d'Azure, c'est aussi cette capacité de progressivité, d'agilité aussi, parce que on n'est pas à l'abri d'une montée en puissance plus importante et plus rapide qu'on le souhaitait dans le cadre d'une fusion. Donc, c'est aussi cette capacité de scalabilité qui fait partie de l'accélérateur. Et puis, effectivement, il y a tout un ensemble d'interfaces qui vont permettre de gouverner toutes ces données. Alors, soit gouvernance des données au sens tout simplement stewardship, c'est-à-dire arbitrage, lorsque la machine ne sait pas forcément déterminer si deux enregistrements sont des doublons, l'homme doit interagir par moment ou apprendre à la machine à interagir. Donc, ça fait partie aussi des ergonomies. C'est toutes ces interfaces aussi qui vont permettre de monitorer la qualité de la donnée. Donc, ça fait partie de la gouvernance, savoir mettre en place des plans de remédiation, des plans de mise en qualité et de savoir mesurer l'effet sur la data. Donc, c'est tout aussi des interfaces de profiling qui vont permettre d'accélérer l'intégration de nouvelles données. Donc, tout ça, ça fait partie aussi de l'accélérateur et c'est quelque chose qui va permettre d'aller beaucoup plus vite et de se concentrer finalement plus sur les enjeux métiers et un peu moins sur les enjeux techniques qui sont certes parfois personnalisables, mais qui ont une grosse part de récurrence. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser cette plateforme Customer 360 pour permettre finalement répondre aux enjeux data sur les données clients. Donc, si on fait un schéma rapide de la chaîne de traitement, de la chaîne d'enrichissement de la donnée, donc je l'ai dit, des points d'acquisition de la donnée, il y en a beaucoup. Ça peut être des systèmes eux-mêmes en cloud, c'est-à-dire que Salesforce ou d'autres solutions sont souvent en mode stylo, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas toute la donnée, il y a des points d'acquisition qui sont un peu partout. Différentes technologies, ça peut être des ERP, ça peut être tout un tas de systèmes, ça peut être des systèmes complètement extérieurs ou même, pourquoi pas, des sources de données de partenaires qu'on ne maîtrise du coup pas du tout, mais qui sont très intéressants pour la vision client 360. Et l'idée de notre accélérateur basé sur Azure et Informatica, c'est vraiment de pouvoir collecter cette information, la normaliser pour, au travers du connecteur CMD, de pouvoir provisionner le modèle de données comme un data model de Microsoft pour ensuite que l'ensemble des use cases, que ce soit des use cases analytiques, data science, big analytics si on a des gros volumes, sur des enjeux aussi de relations clients, tout ce qui est processus de relations clients, que ça du service en passant par le web campagne. Donc l'idée, c'est vraiment d'adresser tous les sujets de relations clients et puis après de pouvoir, pourquoi pas, faire du décisionnel de manière un peu différente ou pourquoi pas d'apaiser un bouquet de services autour de ces données. Donc l'idée de toute cette chaîne de valeur, c'est on consolide, on normalise, on enrichit, on met en qualité. Ensuite, on provisionne toutes ces données au travers du connecteur, dans le Common Data Model, pour que les use cases n'aient pas à se reposer ces questions d'unicité de la donnée, de qualité de la donnée, et de pouvoir, pourquoi pas, faire ce qu'on appelle, nous, en méthode agile, du test and learn, c'est-à-dire rapidement, sur un socle de données de qualité et sécurisé, pouvoir tester les nouveaux use cases. C'est vraiment là l'objectif, de permettre cette agilité. On dit toujours que la data, c'est l'innovation. Encore faut-il que la data soit de qualité et qu'elle soit disponible. Donc là, l'objectif, c'est de rendre possible cette agilité et cette innovation de manière la plus industrielle possible. Donc, pour résumer, l'offre qu'on positionne aujourd'hui, c'est vraiment un accélérateur à la fois sur la partie fonctionnelle, service, mais aussi sur la partie infrastructure, où finalement, pour les métiers, c'est la rapidité, c'est qu'on n'a pas à se poser les questions de finalement qu'est-ce qu'on veut faire, parce que finalement, la solution vient avec un ensemble de services déjà pré-packagés, itératifs, parce que c'est une démarche qui se veut, on peut démarrer avec un modèle prédéfini et venir l'enrichir si on a besoin de segments ou de scoring complémentaires. Donc, c'est quelque chose qui peut venir s'enrichir au fur et à mesure, mais on peut déjà démarrer avec le modèle de base. Sur la partie finalement DSI, c'est pas intrusif parce qu'effectivement c'est sur le cloud, donc on se pose pas ces questions de comment je hoste cette solution-là. Donc c'est quelque chose qui est complètement neutre pour la partie infra, sécurisé parce que là on est vraiment dans le cloud avec toutes les capacités de sécurisation, toutes les nouvelles approches de sécurisation au niveau d'Azure Microsoft, avec
la fédération d'identité, les sujets de sécurisation de la data. Donc, on est vraiment dans un environnement sécurisé parce qu'on parle de données clients, donc il faut quand même que ce soit quelque chose de très sécurisé. Et pour le business, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir rapidement adresser et parler de use case, d'apport de solutions et finalement d'avoir quelque chose d'un peu rapide à mettre en œuvre, alors fiable évidemment, mais surtout économique, avec une logique très progressive aussi sur la logique de tarif. Ce qu'on souhaitait ce matin, en fait, c'est avoir un témoignage client d'un acteur comme D'Ieteren qui a mis ce type de projet en œuvre. Donc là, je laisse Karine nous présenter déjà qui est D'Ieteren, se présenter elle, se représenter et surtout présenter D'Ieteren. Et après, on abordera un certain nombre de questions ensemble. Alors, je suis responsable des bases de données clients du groupe D'Ieteren. Et en fait, le groupe D'Ieteren en Belgique, c'est une société qui existe depuis 1805, une société familiale, dont le métier de base, c'est l'importation de véhicules et l'organisation d'un réseau de distribution de ces véhicules. Notre activité au niveau des véhicules tourne autour des marques Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley, Lamborghini. Et donc, nous avons une part de marché en Belgique qui tourne entre 20 et 25%. Alors, cette société qui, au départ, avait pour but simplement d'importer des véhicules, s'est rendu compte qu'il était intéressant d'offrir une solution package. Et donc, au fur et à mesure des années, eh bien, on a offert en même temps que le véhicule tous les services qui allaient faciliter la vie de ce véhicule, à savoir un mode d'acquisition. Donc, on propose du financement, de la location, on propose des contrats d'entretien, l'assurance, un véhicule de remplacement, des assistances. Donc, l'objectif, c'est vraiment de fournir aux clients une solution globale. Alors, par rapport à la position du client, on s'est rendu compte que il était, alors qu'on était très orienté produit, mais on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment s'orienter vers le client, que c'était lui l'atout majeur dans la relation. Et donc, un peu avant les années 2000, on a été dans les précurseurs des grosses sociétés en Belgique, et donc on a constitué une base de données centrale. Le projet s'est terminé début des années 2000, et depuis lors, on a fait, au départ, on avait 2 sources, et on a continué à grandir et à s'interfacer avec de plus en plus d'outils. La position de D'Ieteren a aussi évolué, pas que du product-centric au customer-centric, c'est qu'on s'est rendu compte aussi qu'on ne voulait plus être le numéro 1 de l'automobile, mais plutôt le numéro 1 de la mobilité. En Belgique, on parle énormément de mobilité parce que, comme en France, on a des gros problèmes dans les villes au niveau de la mobilité. Et donc, D'Ieteren a choisi de se présenter, enfin, d'avoir une vision pour 2025 comme étant une vision, nous allons participer à la construction d'une mobilité fluide, durable, et ça en élargissant la gamme de produits. Et, on va essayer on est occupé à essayer de trouver d'acquérir un réseau de distribution de vélos électriques pour pouvoir cumuler, pour pouvoir offrir des offres, des packages voitures, vélos. Et on va également essayer d'avoir des partenariats pour offrir des services de mobilité. Donc, c'est vraiment la vision du groupe D'Ieteren aujourd'hui. Voilà, ça c'est pour notre activité. Pascal, là, on ne t'entend pas. Ah, voilà. J'ai le problème de couper le micro. Effectivement, merci pour cette présentation, Karine. On va commencer par finalement les enjeux, quels ont été les apports et les gains pour le business du projet référentiel client 360 chez D'Ieteren. Plus sur le côté, effectivement, quelles attentes en avait le business et finalement quels apports ça a réellement permis pour le business, cette mise en œuvre de projet. Et donc là, il y avait vraiment une volonté, donc puisqu'on a quand même 20 à 25% de part du marché, ça représente un volume de clients énorme. Et donc, on avait vraiment une volonté de pouvoir suivre le parcours du client avec toutes les interactions qu'il peut avoir, à partir du moment où il va sur un site web qui manifeste de l'intérêt,
puis il va vouloir faire des offres, il va se rendre dans le showroom. Pour nous, c'est important de savoir quels sont les véhicules auxquels il s'intéresse. Ensuite, il va acheter une voiture, il va l'entretenir, il va se plaindre de sa voiture, il va vraiment agir à différents moments. À un moment donné, il va s'intéresser à la valeur de sa voiture. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de centraliser à un seul endroit toute cette information, de pouvoir l'utiliser, que ce soit pour déclencher des actions par rapport au client. Un client qui se plaint, il ne faut pas le laisser se plaindre et puis ne plus agir. Un client qui va à l'entretien, c'est super important d'avoir une idée de sa satisfaction, parce que s'il n'a pas été content, nous avons analysé, c'est une des raisons d'infidélité. Et donc, c'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir suivre ce client, de pouvoir réagir, de mettre ces informations aussi à disposition de data scientists pour faire des analyses comportementales. Donc, D-Trend s'est vraiment rendu compte que le client était important et qu'il fallait pouvoir le suivre. Et donc, voilà, cette base de données nous a permis vraiment d'avoir une centralisation, mais d'avoir aussi des économies de coûts, puisqu'à partir du moment où on déduplique bien ses clients, le coût de la communication est moins important. Et puis aussi, en termes de qualité de data, d'assurer que la communication parvenait bien aux clients et d'avoir des communications plus personnalisées. Ça, c'est une partie des gains. L'autre partie aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute une réglementation à laquelle on doit se plier en matière de données personnelles, et c'est beaucoup plus facile à gérer quand on travaille avec une base de données centralisée, parce qu'on peut directement avoir toute l'information à un seul endroit et informer tous les systèmes périphériques de la situation de ses clients en termes de droit à l'oubli, d'effacement de ces données. Donc, c'est beaucoup plus facile pour cette gestion. Et l'atout principal, évidemment, c'est l'alimentation de notre outil CRM. Ok, très bien. Voilà, c'est donc clair. ça, ce sont vraiment les atouts, enfin les apports de la solution. Alors, effectivement, ce type de projet, comme je disais tout à l'heure, se fait pas sans difficulté. On ne va pas se mentir. Donc là, l'idée, c'est effectivement pour vous, quels ont été on va dire, pour résumer, les trois majeurs en termes de complexité de mise en œuvre de ce type de projet dans le cadre de votre projet. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que donc on est passé d'un système homemade avec 2 règles de reconnaissance du client, et donc on est passé sur Informatica. Et donc la première chose qu'on a rencontrée comme challenge, c'est de mettre en place toutes les règles de matching, parce qu'on travaille sur des volumes de données énormes, et donc c'était vraiment le dosage entre du matching manuel, du matching automatique, l'interprétation des règles, et ça a été pour nous le plus difficile, éviter l'overmatching, mais aussi éviter le sous-matching, parce que sinon on se retrouvait avec des volumes de données à traiter manuellement ou avec un volume de déduplication très important. Donc ça a vraiment, au moment de la mise en place, ça a été l'enjeu, enfin c'est ce qui nous a posé le plus de problèmes. Qu'est-ce qui nous importe aujourd'hui et sur lequel on n'est pas encore parvenu à bien travailler, si je puis dire, c'est un petit peu l'industrialisation des nouvelles sources. Comme je l'ai dit précédemment, on a une volonté d'offrir des services, d'élargir la gamme de produits, donc ça veut dire d'autres systèmes, et aujourd'hui on n'est pas parvenu à intégrer facilement une nouvelle source. C'est chaque fois vraiment tout un travail de mapping, d'interprétation des données, et donc aujourd'hui ça c'est essayer d'industrialiser des sources plus rapidement, pouvoir les intégrer. Pour nous ça c'est un des challenges qui nous intéresse. Et la deuxième chose où on a aussi certaines difficultés, c'est qu'on est parti avec un nouveau système. Donc, qui dit nouveau système dit une très très bonne documentation de comment ça fonctionne. Et puis on évolue, on trace les changements dans
dans ce qu'on nous appelle des tickets, mais en fait, on n'a plus à un seul endroit une documentation complète. On a la documentation de base, plus tous des petits tickets avec tout ce qui a bougé. Ouais. Et donc ça, c'est aussi un challenge d'avoir une documentation à jour. Voilà. Donc ça, c'est les deux enjeux pour nous. Merci Karine, c'est d'être honnête et d'ouvrir votre cœur sur ces problèmes-là. Je pense que c'est important. L'agilité aussi amène aussi parfois cet oubli de la documentation. Hein. On veut être agile, mais il ne faudra pas oublier que toutes ces règles qu'on a paramétrées dans ces puissantes solutions, il faut les documenter pour pouvoir avoir ce référentiel des règles qui permettra d'évoluer s'il y a besoin. Donc, c'est un projet qui est long, hein, forcément. On part de loin, on veut aller loin. Donc, aujourd'hui, quels sont pour vous les prochains challenges à relever vis-à-vis de cette vision unique du client, de ces processus autour de la donnée client et plus globalement autour du client 360? C'est quoi vos principaux objectifs à venir? Alors, le premier, c'est la rapidité de circulation de l'information. Aujourd'hui, on est toujours occupé à travailler en batch. Donc, par rapport à un client, réagir avec 1 ou 2 jours de délai, ben, c'est beaucoup trop long. Et donc, il y a vraiment une volonté de passer à de l'online, en sachant que ce n'est pas facile parce qu'il faut que tous les systèmes périphériques s'adaptent et que nous, on adapte aussi toutes nos procédures de déduplication, toute la problématique du match and merge, mais il faut aussi qu'elle soit online et plus en batch. Donc là, il y a énormément de travail à faire, mais on est bien conscient qu'à l'ère d'aujourd'hui, on peut pas se permettre de continuer à travailler en batch par jour. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, en fait, notre MDM, c'est un réceptacle et tous les contrôles de data quality se font à l'entrée des EMDM, mais en fait, c'est beaucoup trop tard. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse faire les contrôles à l'entrée des applicatifs. Et donc, on est occupé à mettre en place tous des web services pour pouvoir promouvoir tous ces contrôles de qualité. Et là où la difficulté, c'est qu'il faut pour chaque système à l'entrée aller adapter ces systèmes pour qu'ils puissent travailler en qualité dès le départ, parce que c'est beaucoup plus facile quand la qualité est au départ, parce qu'en général, vous avez le client devant vous, et donc si son adresse n'est pas standardisée, c'est le moment de lui demander quelle est son adresse correcte. Une fois que nous on la reçoit, bon, ben, dans certains cas, on arrive à la corriger, mais dans d'autres, on est trop loin de la réalité, et donc c'est trop tard, le client, il est parti, on l'a plus en face de nous. Donc ça, ce sont vraiment les deux choses. Ouais. Ça fait partie d'ailleurs de l'autre challenge que vous avez cité, hein, sur le temps réel. Être capable de rapprocher l'apport de MDM de votre référentiel client plus proche de l'événement de contact avec le client. Et donc, ainsi, pouvoir agir rapidement sur les aspects qualité de données pendant qu'on a le client en face à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est travailler la qualité en amont plutôt qu'en aval. C'est un vrai travail. Après, ça demande plus d'intégration. C'est ça. Ici c'est facile parce que tout se fait à un seul endroit. Et donc, on a énormément de systèmes qui sont connectés à notre MDM. Mais donc, c'est chacun de ces systèmes qu'il faut adapter pour pouvoir faire le contrôle de qualité. Et bon, ce n'est pas toujours une priorité. C'est ça aussi. Jean-François parlait tout à l'heure de l'importance de cet écosystème, la dimension technologique et la capacité à avoir quelque chose d'ouvert et intégrable. En effet, c'est très bien d'avoir ça et je pense qu'on tend tous vers ça quand on va vers la transformation digitale, etc. Une porte un peu ouverte, mais avant d'arriver là, il faut arriver à libérer la data. Je pense que vous avez fait un grand pas en mettant la data client en centrale. Ensuite, il y a le challenge de venir libérer cette data sur les différents canaux d'interaction avec les clients. Et c'est là où intervient le temps réel et le chaînage de tout ça, arriver à amener les data qui sont dans
dans l'historique, dans le legacy, on va dire, vers la plateforme moderne qui peut être une plateforme cloud sur Azure, par exemple, comme on l'a démontré dans notre solution. Jean-François, si tu voulais réagir à l'expérience que Karine nous a présentée. Je vais rebondir sur ce qu'elle dirait. Souvent, on parle de data. Je pense que c'est une erreur. Je pense que la data, elle doit être à un seul endroit, elle doit être unique, elle doit être maîtrisée dans le MDM. Ensuite, c'est l'enjeu des métiers de raffiner cette data pour en faire une information. Et en fonction du client, en fonction de la qualité de la data et des métadatas qu'on va y associer, cette information, elle sera probablement plus ou moins précise ou parce que le client, il n'a pas forcément besoin d'un très haut niveau de précision ou par ailleurs, il a peut-être besoin d'un très haut niveau de précision. Et je pense que un des enjeux des entreprises, c'est également cette partie de se dire, voilà, de sensibiliser les métiers, et notamment par rapport à leur primaire et à leur cœur business, c'est tu as la data, ça on en est sûr, c'est notre valeur, c'est notre asset. Maintenant, c'est à toi de la raffiner en fonction de ce que tu es prêt à donner ton interlocuteur ou ce que attend ton. Donc, on est vraiment dans un échange en fait. Hein. C'est qu'est-ce qu'attend l'interlocuteur et je vais juste lui donner l'information qui convient et généralement une information qui est mise dans son contexte. Parce que la data est dans notre contexte. Maintenant, il faut mettre l'information dans son contexte. Et c'est tout ce travail qui est un vrai challenge parce qu'il faut embarquer l'ensemble des équipes métiers en leur disant que c'est leur responsabilité aujourd'hui de bien traduire en fait la richesse de l'entreprise, sa data, en une information pertinente et négociable, bien sûr, parce qu'il y a une valeur en fait à l'échange avec son interlocuteur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Effectivement, cette logique de contextualisation de la data pour la transformer en valeur, en information est primordiale. Je pense que c'est très important. Et au-delà de l'information, c'est le service qu'amène la data qu'on a pu consolider. Alors, ce trésor, effectivement, que d'Iteren est arrivé à construire et qu'il entretient. Alors, bien sûr, il y a encore beaucoup de chantiers pour le rendre plus disponible en temps réel. Mais c'est un super socle et nous, voilà, sur la fleur avec ses 4 pétales, c'est énorme d'avoir déjà ce socle-là. Effectivement, un socle, un trésor comme ça, il faut le travailler pour qu'il amène encore plus de valeur au client final, qu'il soit encore plus apport de service. Et ça fait partie aussi de l'acculturation des métiers parce que c'est bien d'avoir construit ce socle, ce trésor. Maintenant, il faut l'exploiter, il faut l'utiliser au maximum. Et aujourd'hui, l'acculturation des métiers ou des fonctions dans l'entreprise, c'est un vaste sujet pour que ce trésor vive et que les métiers soient accros à ce socle qui a été créé pour qu'il soit encore plus utilisé et encore plus essentiel dans les process de l'entreprise. C'est clair. Les métiers ont encore beaucoup de réflexion pour passer de la logique de process à la logique de data ou d'information. Donc, il y a toute cette offre à construire. Donc, c'est long. Les entreprises sont plus ou moins rapides. Alors, les entreprises qui sont data-driven, donc ils sont déjà dans cette logique-là. D'autres entreprises sont un peu plus loin de la data. Historiquement, Iteren n'était pas forcément très orienté data au début, je pense. Donc, c'est un vaste chantier. Pour mettre cette touche de data-driven dans toutes les entreprises, pour que les métiers, c'est quand même leur trésor, hein, c'est pas le trésor de l'IT, c'est le trésor des métiers, donc qu'ils sachent mieux le valoriser, l'utiliser pour mieux adresser les clients aussi. Voilà. Merci à tous d'avoir participé ce matin. Ça a été intéressant, il y a eu des beaux échanges. Je vous propose de nous retrouver si vous le souhaitez, on va vous envoyer de toute façon nos coordonnées. Si vous souhaitez échanger, n'hésitez pas à nous poser des questions post-événement et on reviendra vers vous sans aucun problème. Je pense que nos informations, Karine, seront communiquées, nos adresses de contact seront communiquées suite à cet événement. Merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée. Enfin, bon appétit plutôt parce que c'est midi. Et à très bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.